So, die Damen und die Herren, Dave Young Kleid. So, ich so einmal willkommen auf der Start von unserer Kerzenkampagne von Amnesty Lützeburg. Das fängt den 10. November an und dauert den ganzen Monat bis den 10. Dezember, wo wir den Welttag von den Menschenrechten zelebrieren. Letztes Jahr hatten wir die Kampagne hier auf der Villa Pauli gestartet. Und Villa Pauli ist bekannt, weil du während dem Zweiten Weltkrieg viele Lützeburger gefoltert sind. Dieses Jahr wollten wir den Akzent auf die Jungleute setzen, weil auch die Opfer sind von Gewalt, von Folter oder an der Prison angesperrt sind. Und das, weil so oft an pazifische Manifestationen protestiert haben oder sich einfach für die Menschenrechte angesagt haben. Am Kader von den syrischen Flüchtlingen fand ich noch immens viel Leid, die einfach Opfer sind von Gewalt, wohin sie einfach nicht zurecht losen können, ob das, was hier Menschenrechte sind. Das heißt, viele von den jungen Leuten sind an mir gestorben. Ich meine, du hast die engen Foto immens bekannt gewesen, wo Gemieter sich da abgeregt haben, oder die Kant, ganz klein Kant, auf der Plage lag, tot. Und das ist nicht ein Symbol von all den jungen Kinder, Jugendlichen oder auch Erwachsenen, die da ertrunken sind. Das ist gut, dass Lützeburg die Flüchtlinge abhält, aber du musst auch ganz viel pädagogisch geschafft gehen. Für was? Weil die Leute, die hier kommen, müssen lernen, als Kultur zu kennen, auch verstehen, wie wir denken, aber auch an zumals als es umgedreht. Wir müssen wissen, was für eine Kultur haben sie, was für Werte haben sie, aber was können wir machen, dass das so gut lebt wie möglich. Heißt, also ein ganzes Wertesystem, das vorgestellt wird. Solidarität von Lützeburg, Solidarität von Europa. Wir haben ganz viele Leute hören, wie sie gesagt haben, ja, da kommen sie rein, wir haben schon nicht viele Arbeitsplätze, meist kümmert sich keiner und so weiter und so fort. Das mag sein. Aber wir müssen jedem helfen. Die vom Krieg flüchten, und auch die hier sind, und die Leben sollen kriegen, wo ihre Rechte besser respektiert gehen. Und das ist am Anfang die Message, die wir geben wollen. Wir müssen jedem können helfen, und dafür engagiert sich Amnesty, und dafür brauchen wir auch Leute, junge Leute, zumals, die Werte auch wollen dafür treiben. Wir auch heute zu Lützeburg gibt es Junker, die Hilfe brauchen. Junker, die Opfer von Gewalt sind, die misshandelt gehen, die gequält gehen, die vergewaltigt gehen. Aber wir machen uns auch nicht so. Wir wissen, dass die Gesellschaft oft Schwierigkeiten hat, über diese Sachen zu schwätzen oder das anzusehen. Wir Amnesty möchten sich auch nicht so. Wir schreiben ganz viele Rapporte, wir machen ganz viele Enqueten, Recherche, zu London auch. Und das sind Rapporte, die wir regelmäßig rausbringen. Entweder über den Zustand der Menschenrechte oder was rund um Folter geschieht. Das, was ich hier gesagt habe, das ist ein ganz schwarzes Gesamtbild. Aber das war schon immer so. Wir hatten den Zweiten Weltkrieg, wir hatten den Kalten Krieg, wir hatten ganz viel Leid rundherum durch die Welt, denen es schlecht gegangen ist. Und aber, was den Unterschied ausmacht, das ist ein Engagement von den Leuten. Alt Leute. Weil ohne das Engagement hätten wir kein Wahlrecht, könnten wir nicht mit entscheiden, wie unsere Zukunft soll aussehen. Ohne das Engagement hätten wir hier in Europa noch immer Todesstrafe. Ohne das Engagement geht Folter noch immer banalisiert gehen. Dafür engagiert sich Amnesty.
für dass die Sachen dort denunziert gehen und dass die dort auch zurückgehen. Wir kämpfen für das Leid geschützt sind. Wir kämpfen dafür, dass Rechte von den Leuten auch respektiert gehen. Aber wir allein können nichts machen, wenn wir nicht Leid hinter uns haben oder wenn wir nicht aktiv Leid haben. Und das ist für uns besonders, wir sind extrem hochfrisch haut, Jungleute zu haben. Eine ganze Klasse, oder 2 Klassen, ich weiß nicht, 3 Klassen sogar. Die werden ein paar Fälle vorstellen von Jungleuten oder von Familien, die sich auch engagiert haben und einfach verschwunden sind oder auch misshandelt gewesen. So, geht meine Rede zu Ende und wir schlussen dann Ihre Aktion vorstellen. Merci. Moi je commence, je vais présenter le cas de Yves et Fred de la République démocratique du Congo. Yves et Fred, avec une autre trentaine de personnes, ont été arrêtés lors d'une action, politique pacifique. Et ils ont été détenus, à savoir Yves a été détenu 40 jours et Fred pour 50 jours. Ils n'avaient même pas le droit d'avoir un contact ni avec leur famille, ni avec leur avocat. Ils ont été accusés d'organisation criminelle et d'avoir tenté de renverser le régime du président Kabila. Et les autorités les qualifient de terroristes et de comploteurs alors qu'en réalité ce sont des prisonniers d'opinion. Et nous appelons aux autorités congolaises de libérer immédiatement Yves et Fred et d'abandonner ces charges absurdes. Donc moi je vais vous parler de Fiu Fiu Aung du Myanmar. Elle avait organisé une manifestation contre une loi qui réduisait les libertés académiques. Elle a été arrêtée avec une centaine d'autres étudiants qui ont été blessés par les prisonniers et par les policiers, Et certains étudiants sont détenus à l'isolement et ont un contact limité avec leur avocat. Fiu Fiu Aung et plusieurs de ses manifestants risquent 9 ans de prison. Et nous appelons le Myanmar à libérer Fiu Fiu Aung et les autres étudiants manifestants et qui sont placés tous en détention. Ok, moi je vais vous présenter le cas de Saman Nassel, un Iranien qui est seulement âgé de 17 ans. Donc il a été arrêté par des militaires et torturé pendant 97 jours pour avouer un crime qu'il n'a tout simplement pas commis. Donc il a même été condamné à mort en 2013 pour inimitié à l'égard de Dieu et corruption sur terre. Donc des infractions qui ne sont naturellement pas reconnues au terme du droit international. Donc actuellement, Amnesty fait pression sur le gouvernement iranien pour que Saman Nassel hérite d'une procédure équitable pour exclure les aveux extorqués sous la torture. Et bien sûr qu'il évite la peine de mort. Moi je vais vous présenter Maria, qui vient du Burkina Faso. Elle a été forcée à marier un homme de 70 ans alors qu'elle a 13 ans. Elle a voulu résister, mais son père a dit que si elle résisterait, il la tuerait. Donc elle s'est enfuie, elle a marché 170 km pour trouver de l'aide dans un refuge pour jeunes filles. Et au Burkina Faso, il y a des milliers de filles qui sont mariées, forcées. Elles ont plus que la moitié, ont moins de 18 ans et à peine 11 ans. Et le gouvernement au Burkina Faso doit faire respecter la loi et protéger les jeunes filles et les jeunes femmes. Non, vous parlez du cas de Halina, c'est une femme syrienne qui, un jour, son mari a été enlevé de la maison par les autorités syriennes. Et une autre fois, ils sont venus la prendre, elle et ses 6 enfants, c'était en 2013. Et à ce jour, on n'a toujours aucune nouvelle. Ni d'elle, ni de son mari, ni pourquoi ils ont été enlevés. Et c'est aussi le cas de plusieurs personnes en Syrie qui sont enlevées par
pour le gouvernement pour aucune raison. Et ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que Rania c'est un dentiste dénommé en Syrie. Et je pense que je ne sais pas, je pense que c'est une personne très importante. C'est peut-être pour ça qu'on l'a aussi enlevé. Et puis, comme Angèle a dit, il y a d'autres personnes aussi qui sont enlevées et on n'a pas de nouvelles d'eux. On ne sait pas où ils ont été emmenés. Et ce que Amnesty International demande en fait au gouvernement syrien, c'est soit donc c'est de libérer cette famille, toute la famille, ou bien d'entamer un procès pour qu'ils soient jugés pour de quoi est-ce qu'on leur accuse en fait. Il est important de préciser qu'il y a de nombreuses familles qui disparaissent, de nombreuses personnes qui disparaissent en Syrie. On n'a aucune trace de ces gens. On ne sait pas où ils sont enlevés par les autorités. Peut-être, on n'est pas sûr. En tout cas, ces personnes ont disparu, on ne sait pas où elles sont, et il faut qu'on fasse la lumière sur cette question. Un grand merci pour ces explications dramatiques mais extrêmement importantes. Vous avez parlé de 5 situations. D'abord, je vais commencer par la dernière, la situation de Rania Al-Abbasi. C'est une situation qui se trouve aujourd'hui peut-être dans le pays où les violations des droits humains sont les plus graves. C'est pour nous, au niveau d'Amnesty, un véritable trou noir pour les droits humains. On a sorti d'ailleurs à quelques jours un rapport qui démontrait que le pouvoir syrien utilisait les personnes disparues à des fins économiques, pour se faire de l'argent, en vendant l'information sur ces personnes détenues ou disparues à leur famille. Donc un business assez pénible. La situation en Iran n'est pas beaucoup meilleure. Puis on a 2 pays où le pouvoir, on constate, est de plus en plus dur par rapport aux jeunes, par rapport aux manifestants qui expriment leur fatigue de régime corrompu et en bout de course, au Burkina et en RDC. Et puis alors la Birmanie, le Myanmar, qui est peut-être le pays où on a un petit peu d'espoir, parce que là, vous savez, les élections ont eu lieu ce week-end et on a peut-être une transition vers une ouverture démocratique et davantage de respect des droits humains et de droits des jeunes manifestants. La campagne Bougie pour Amnesty, c'est un peu ça, c'est amener de l'espoir. Peter Benenson, notre fondateur, disait il y a pas loin de 60 ans, il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. La campagne Bougie, c'est ça, c'est allumer une bougie, c'est donner un espoir à des personnes qui sont oubliées du monde, comme ces personnes que vous avez si bien décrites. Peut-être revenir en quelques mots sur les campagnes Bougie précédentes. En 2012, nous avions soutenu 4 personnes, il y en a 2 qui ont été libérées sur les 4. Ales Bialatsky, qui a été libéré le 21 juin 2014, et Gao Jisheng, libéré le 7 août 2014. Donc ça marche, cette sensibilisation, ce que vous avez fait il y a quelques minutes, et la publicité que ces personnes auront, cas échéant, dans les journaux, ça aide énormément. La campagne Bougie 2013, c'est une campagne Bougie où nous avons obtenu 3 libérations, la libération en fait de 3 manifestants russes, Vladimir Akimenkov, Mikhail Kosenko et Artyom Saviolov. Le premier a été libéré en décembre 2013, en fait alors que la campagne se terminait. Mikhail Kosenko a été libéré le 13 août 2014, donc 8 mois après la fin du travail. Et puis Artyom Saviolov a été libéré le 31 décembre 2014. Donc de nouveau, ça marche. Ce travail, cette sensibilisation, cette lumière à la place de l'obscurité que nous essayons de créer aujourd'hui. L'année dernière, là on n'a pas encore eu de libération, peut-être parce que les situations étaient particulièrement dures, mais toutes les personnes que nous avons soutenues, je pense en particulier à Liu Ping, une jeune chinoise, à Chelsea Manning et à Erkin Moussaïf, tous ont pu
recevoir des visites, alors qu'ils étaient souvent ignorés du monde, oubliés dans leurs cellules. Tous ont eu une amélioration de leurs conditions de détention, et ça c'est très important, c'est un premier pas vers une libération future. Quelques mots sur notre campagne Bougie, peut-être pour terminer. Donc, elle sera jalonnée en fait de 5 moments clés. D'abord un briefing que nous ferons probablement la semaine prochaine à l'occasion de la sortie de 2 rapports très importants d'Amnesty International. Un premier rapport sur la situation des réfugiés en Europe, un rapport qui examinera les violations des droits humains de ces réfugiés, en particulier dans la route des Balkans. Nous sortirons en même temps un rapport sur les armes de l'État islamique. On verra que ces armes sont en général originaires de pays qui nous sont très proches, et ça sera donc particulièrement intéressant. 2 jours après, nous associerons à l'association MECA pour inaugurer une exposition sur les réfugiés syriens qui aura lieu à Echternach. Le 10 décembre, journée mondiale des droits humains, nous aurons évidemment notre marche au flambeau traditionnel dans les rues de Luxembourg, qui se terminera avec une soirée d'écriture de lettres. De nouveau, des lettres, c'est un élément clé qui permet à ces personnes de sortir de l'oubli que vous avez si bien évoqué. Le 12 décembre, 2 jours après, la ville de Grevenmacher nous fera le plaisir d'organiser la désormais traditionnelle Licht vom Frieden, chaîne de lumière qui sera l'occasion de nouveau de mettre la lumière sur les situations de ces personnes oubliées du monde. Le Macher lycée, donc le lycée de Grevenmacher, sera également impliqué dans cet événement, un petit peu comme vous l'êtes si bien aujourd'hui. Et puis nous terminerons le 17 décembre avec un événement à l'occasion de la remise du prix Sakharov à Raif Badawi. Raif Badawi, jeune blogueur saoudien, condamné à 1000 coups de bâton pour avoir insulté le roi Salman, insulté entre guillemets, dans le cadre de son blog, et qui a donc recevra le prix Sakharov le 16 décembre à Strasbourg. Donc on espère avoir sa femme avec nous le 17 ici à Luxembourg, et il y aura également d'autres orateurs tout à fait intéressants. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non? Oui, j'avais dit, excusez-moi, vous associez les jeunes chaque année en fait à cette manifestation? Oui, c'est une bonne question. Alors cette année, nous avons vraiment décidé de mettre le projecteur sur les jeunes, parce que nous constatons que les jeunes sont aujourd'hui vraiment en première ligne, notamment par les réseaux sociaux. Ils jouent un rôle de plus en plus important. On a vu dans les manifestations, notamment dans les printemps arabes, on l'a vu en Syrie, on le voit en République démocratique du Congo, on le voit au Myanmar. Les jeunes sont vraiment à l'avant-garde et sont donc ciblés par les pouvoirs, en particulier les pouvoirs qu'on a évoqués ici. En Syrie, c'est particulièrement flagrant. Si vous parlez avec certains des réfugiés syriens au Luxembourg aujourd'hui, il y en a pas mal qui étaient dans les manifestations contre le régime et qui sont aujourd'hui ici parce qu'ils ont été emprisonnés, parce qu'ils ont été torturés, qu'ils ont fui le pays. C'est une situation assez similaire, même si elle est moins grave actuellement au Myanmar ou en République démocratique du Congo. Donc les jeunes sont vraiment à l'avant-garde de ces changements. Ils sont des acteurs, mais essentiels, parce qu'ils ont cette capacité de mobilisation que les réseaux sociaux leur procurent et qu'ils gèrent très très bien d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que les pouvoirs, en particulier les pouvoirs les plus répressifs, les ciblent. Et c'est pour ça que nous avons décidé au niveau d'Amnesty de vraiment mettre les jeunes en avant, parce que nous pensons qu'ils ont besoin de cette aide. Et comme nous avons pu l'observer les années précédentes, le fait de mettre le projecteur sur les jeunes, ça les sauve. Sur une dizaine de portraits qu'on a vus. Voilà, exactement.
Et le fait de venir ici au lycée aussi, c'est quelque chose qui se fait chez nous ou c'est plus particulièrement par rapport au thème Non, c'est vraiment cette année. D'accord. Alors, nous avions déjà été accueillis il y a quelques semaines à l'occasion de la visite de Claudia Medina, une maman mexicaine qui avait été victime de violences assez atroces et que les jeunes du lycée avaient contribué à libérer et à disculper. Donc ils avaient vraiment joué un rôle tout à fait important. Claudia était venue ici pour les remercier, donc c'est un petit peu dans la suite de cette visite, mais dans l'idée d'aller de l'avant et de continuer à travailler pour permettre la libération et si possible, la disculpation de certains de ces jeunes qui sont aujourd'hui en prison ou carrément oubliés du monde. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'est parfait. Effectivement, à travers les réseaux sociaux, les jeunes ont pris une place beaucoup plus importante dans les discussions, dans les manifestations, dans ce qu'ils peuvent dire, en tout cas dans leur participation aux grands débats sociétaux. Et naturellement, avec cette pulsion de liberté, de s'exprimer, la liberté d'expression, ce qui, dans certains pays, n'est pas très bien apprécié ou très bien vu. Et donc, dans certains pays, comme avec Raif Badawi, qui avait un blog où il disait, il demandait à ce qu'il y ait débat général sur la situation dans son pays, pas rien de plus. Et c'est suite à cela que les autorités ont pris des mesures pour l'emprisonner et pour le juger à 1000 coups de bâton. Et après qu'il en ait eu une centaine, il a été mis dans une cellule médicale et avec la pression internationale, ils en sont restés là. Donc il n'a pas eu les autres coups parce que sinon, avec toutes les blessures qui lui auraient été infligées, il n'aurait pas survécu, c'est clair. Et donc la pression internationale via Amnesty, mais en collaboration avec d'autres ONG, a du résultat. Mais pour cela, il faut que les gens se mobilisent. D'où la place importante des jeunes aussi, mais il est d'autant important de mettre en lumière que les jeunes aussi peuvent être victimes et donc il faut que le droit international soit respecté et que les jeunes soient protégés. D'autres questions ? Mais moi, ça fait plus de questions avec les jeunes après, donc je vois si... Oui, je vous en prie. Hein. Oui, l'idée, justement, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, est-ce que ça rapproche de votre quotidien à vous? Enfin, moi, je prends un exemple, à mon époque, il y avait un prisonnier célèbre, c'était Mumia Abu Jamal, donc, qui était en prison aux États-Unis. Et alors, on essayait de se renseigner, tout ça, mais bon, c'était compliqué, c'était par des livres, des trucs comme ça, et maintenant on sait tout de suite avec les blogueurs, tout ce que vous avez raconté. Est-ce que vous vous sentez du coup peut-être encore plus concerné? Ça peut se passer en Birmanie, tous les pays que vous avez cités, mais il y a une certaine proximité du coup avec ça, avec cette information instantanée comme ça. Bon, en fait, ouais, on se sent surtout concerné parce que, vu que c'est aussi des jeunes, ça peut nous arriver à nous. Surtout que, nous, ici, on est dans un pays où les droits des hommes sont protégés. Et on se sent surtout concerné dans ce sens-là où les autres n'ont pas cette chance-là. Et voilà pourquoi je dois faire quelque chose pour eux, ça pourrait nous arriver à nous aussi. Très bien. Et alors, il y a eu un travail en amont de l'atelier aujourd'hui, ou ça s'est passé comment? Oui, voilà, j'ai fait une répétition avant de faire ça, mais voilà. Mais après, c'était un peu plus de l'impro, parce que c'était pas exactement prévu comme ça, mais ça a très bien marché aussi. D'accord, très bien. Et vous avez suivi un peu les dossiers, chacun vous avez parlé d'un personnage différent, ça se passe comment? Chaque élève suit une personne différente, ou alors... Non, on les fait tous en même temps. D'accord, ok. C'était juste une répartition en fait. On étudie chaque cas ensemble. D'accord. Et ça se passe comment? Après, pendant l'année, vous allez vous revoir sur ce thème ou il y a quoi? Oui, on a un groupe Amnesty ici à l'école, on fait partie du groupe, et à chaque mercredi, on s'est réunis pendant la pause de midi pour parler des différents cas ou actions qu'il faut mener. D'accord, donc en fait c'est toute l'année quoi. Aujourd'hui vous venez, mais eux ils sont...
Oui, récemment, avant l'été, je pense, on avait eu une grande action. Donc cette classe, en tout cas ce groupe a un grand mérite, c'est que nous avions eu une grande action pour défendre une militante russe des droits humains. Et nous avions présenté un paquet de signatures au Premier ministre, M. Xavier Bettel, surtout par rapport à la situation des personnes qui étaient condamnées en Russie parce qu'elles faisaient partie du groupe LGBT, et ce qui était assez compliqué, ce qui est une situation assez compliquée en Russie. Et donc, effectivement, il y a eu 2 représentants de cette classe. Daniel et moi. Voilà. Et donc, ils ont pu parler au Premier ministre, qui naturellement... En remettant les pétitions, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous lui avons remis des pétitions parce qu'il allait représenter le Luxembourg au Grand-Duché en Russie. Voilà, et donc, nous avons dit, écoutez, soumettez ça, parlez-en à M. Poutine. C'était très intéressant. On était un peu déçus par la réaction du Premier ministre parce qu'il nous a envoyé parlez-en au ministre de la Justice, etc. Ah, d'accord. Mais enfin, c'était pas prévu, entre guillemets, de parler de ça, et du coup il a peut-être été un peu surpris. C'était pas prévu de parler peut-être des droits humains. Ce n'est jamais prévu de parler sur les droits humains dans ce genre de discussion diplomatique où il y a beaucoup d'intérêts économiques surtout derrière. Donc mais c'est là où est notre place en tant qu'Amnesty, et c'est pour ça que voilà, il y a un gros mérite de ce groupe. Il s'est passé quoi? Parce que finalement, entre-temps, il y a été en Russie. Enfin, il a rencontré Poutine, en tout cas. Je sais pas si... Oui, mais voilà, ce qui se passe maintenant en arrière-fond... C'est compliqué de glisser dans la discussion, les pétitions du ça lycée. Ça se fait. Ah oui, d'accord, ok. Il y a des gouvernements qui parlent des droits humains, y compris avec des dictateurs pitoyables. C'est une question de volonté politique qui n'a clairement pas été présente ici. Dans certains cas, quand le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois rencontre ses homologues, il mentionne les droits humains. Et alors, on ne sait jamais les détails de la discussion, mais le rapport après l'entretien... C'est aussi un niveau européen aussi, finalement. Tout à fait. Parce que je pense que le Luxembourg est d'être président à l'Union européenne. Absolument. Il y a peut-être plus de poids. On verra bien à l'occasion de Comme Matin aussi, mais il est sujet incident par rapport à ça aussi. Oui. D'accord, et ce club, il existe depuis combien de temps, excusez-moi, en fait parce que... Il existe depuis... C'est pas un club. C'est une sorte d'association dans d'autres clubs de club lecture ou Amnesty International. Ça s'appelle FGF, Freigrenzberg LPC. Voilà. FGF, oui. D'accord. Et il existe en fait depuis l'année passée. D'accord. Depuis 2 ans. Même avant, en 2 ans. D'accord, ok. Vous êtes sûr? L'année scolaire passée. Ah oui. Oui, d'accord. Et il concerne donc une vingtaine d'élèves qui se voient tous les mercredis. Donc c'est ça. Une dizaine. Ah, je sais pas, il y a des thèmes d'autres. Ok. Entre 8 et 12, on va dire. D'accord. C'est intéressant. Vous connaissez d'autres initiatives dans des lycées luxembourgeois de ce type? Alors on les soutient. On a notre collègue Carla qui est là et qui porte son soutien aux groupes qui sont actuellement dans les autres lycées. On en a 4, je pense. On a 4 groupes Amnesty dans 4 différents lycées luxembourgeois pour le moment. Il y en a donc un au LCD à Guykirch. Il y en a donc celui-ci en ville, il y a celui-ci. Il y en a un à l'école européenne et un à l'école internationale. Et ce sont des petits groupes similaires qui se réunissent, ils font leur propre réunion et je leur parle en fait juste des campagnes qu'on défend et des individus pour lesquels on se mobilise, et ils organisent eux-mêmes leurs petits événements, les systèmes de pétition, ils nous aident à collecter des pétitions pour les gens qu'on défend. Et c'est vraiment important, ces pétitions, ces cartes de soutien. Il faut vous imaginer, vous êtes dans une prison au fin fond de la Syrie, du Congo ou ailleurs, et vous croyez que vous êtes complètement oublié du monde, et puis il y a votre gardien qui vous fait quand même passer quelque chose que quelqu'un a écrit du Luxembourg. C'est hyper important.
les témoignages qu'on reçoit des personnes après leur libération sont très très émouvants. Ils nous disent combien chacune de ces cartes, chacune de ces lettres, ils les ont lues, relues. Bon, elles ne leur arrivent pas toujours, Oui, hein. bien sûr. Mais même en Ouzbékistan, ce qui est un des pays cibles de l'année dernière, Erkin Moussaev, l'Ouzbékistan c'est peut-être encore pire que la Syrie en un sens, c'est vraiment la dictature la plus néolithique, si vous me permettez l'expression. Il a quand même pu, grâce à, parce qu'il y en avait plus de 100 000 des lettres, des cartes, des signatures, il en a quand même pu en lire certaines. Cette personne était transformée. Savoir qu'il y avait des gens à l'autre bout du monde qui pensaient à lui alors qu'il est là, qu'il est, semble-t-il, innocent, oublié du monde, a été torturé pendant des années. C'est vraiment très très important. Il y a le côté aussi suivi, Amnesty International, c'est un peu l'objectif de ce groupe. On a parlé des réseaux sociaux, c'est bien, mais souvent il y a un peu une culture du zapping qui va avec, alors que là vous avez les figures que vous avez évoquées tout à l'heure, vous allez un peu les suivre tout au long de l'année, jusqu'à ce que ça bouge un peu, c'est ça l'idée en fait. Non mais c'est vrai que en fait, c'est ça l'idée. on peut toujours liker un truc, machin, dire et puis passer à autre chose, alors que là il y a vraiment un travail, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui était formidable, c'était avec Madame Medina, finalement, qui après est venue, s'est déplacée au Luxembourg pour remercier les personnes qui avaient contribué à la signature de lettres pour sa libération. Hein. Et donc, c'est là où on voit que le travail qu'on fait, c'est du papier, finalement, signé, etc. Comment Medina ? Claudia Medina. C'est oui, une dame qui avait été enlevée par l'armée. Qui avait été torturé, violé, c'était assez macabre comme situation, et qui récemment était ici au Luxembourg pour une conférence et qui nous remerciait d'avoir contribué à sa libération. Et donc c'est là où on se rend compte que faire du travail d'écriture, même aussi basique, c'est le simple signature des pétitions, peut avoir un impact important au niveau mondial, dans le cas de la libération des personnes en danger. D'autres ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose encore? Non? François? Je pourrais dire que je suis très fier de pouvoir être aujourd'hui présent, participer au lancement de la campagne Bougie. Cette bougie, c'est quand même symbolique, c'est une lumière qui reste allumée, c'est la présence, c'est la conscience. Comme M. Morales le disait tout à l'heure, en effet, c'est cette douzaine de jeunes engagés sont des bougies allumées, qui veulent faire la lumière, qui veulent comprendre, qui veulent agir, qui veulent être conscients de ce qui se passe et ne pas laisser ça dormir, ne pas laisser ça dans l'ombre, faire la lumière sur ce qui se passe. Et on espère aussi que, en fait, le fait d'aider ces gens, c'est aussi en particulier une aide pour nous parce qu'on ne sait jamais, un jour ça peut aussi nous arriver ici en Europe. Donc c'est pas seulement dans ces pays-là que ça se passe, certaines choses se passent aussi en Europe, on ne le sait pas, mais peut-être dans quelques années ça va encore s'aggraver et en aidant ces gens-là, en œuvrant pour les droits humains, on œuvre aussi pour nous-mêmes ici. Donc voilà. Super, très très belle conclusion. Il nous reste, je crois, à remercier le lycée technique du centre, à remercier évidemment le groupe Frey, Greng & Fer. Je prononce mal. Prononcez-le pour moi. Frey, Greng & Fer, LTC. Ok, ça c'était LTC. Et alors leur super professeur, François Ramakersan, un tout grand merci pour votre accueil et pour tout le boulot que vous faites, que vous allez encore faire, j'espère, c'est vraiment important. Donc merci et merci à vous aussi d'être là. Merci à toi et à toute ton équipe aussi qui a contribué à l'organisation de cette conférence de presse.